Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Jocquet et Salva Barberio. On est au Gang. J'ai voulu les inviter à prendre un café avec moi pour qu'ils reviennent sur leur entrepreneuriat qui remonte à pas mal d'années. On va commencer par ça. En quelle année est-ce que tu as commencé avec l'entrepreneuriat, Stéphanie? En 2008, avec le restaurant Plateau. 2008, à ton compte. À mon compte, mais ça oui. faisait déjà une dizaine d'années que je te connaissais Que je à la travaillais. manœuvre. Oui. Et de ton côté, en quelle année ça a commencé? 2001. 2001, donc on est à 24 ans. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Gang, c'est un investissement de 10 millions d'euros. On a une centaine de personnes qui travaillent déjà ici. Je pense dans ton groupe, Salva, il y a déjà 200 employés, et notamment Place d'Armes, le Grand Café. Et Stéphanie, je crois que tu es à 380 employés dans ton groupe, donc énormément d'emplois, énormément de taxes qui sont générées. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est pour commencer, comment est-ce que vous avez le courage de vous lancer à une époque, où il suffit de regarder les infos, il y a quelques années, une époque pas facile, dans un projet tellement énorme? Je pense que c'est la passion qui nous guide. Et quand Salva m'a fait visiter le lieu ici et dit voilà, on nous propose un local, c'est trop grand pour moi, est-ce que tu peux le faire avec moi? On est passionné par notre métier et on voit le challenge à relever et l'aventure que ça va être, au-delà du challenge commercial. C'était un projet qui a duré 3 ans avant l'ouverture. Oui, certes, à une période qui était compliquée, mais qui ne tente rien à rien. Et je pense qu'on s'est fait plaisir avec le dernier petit projet. Enfin, je dis dernier. Oui, le dernier. Parce qu'en fait, quand vous êtes venu visiter, c'était quoi? C'était la cafette du Cactus ou... C'était le Cactus Inn, oui. Mais c'était fermé depuis quelques mois, période Covid. Et ils ne souhaitaient pas relancer le projet. Il y avait des gros travaux dépollution à faire, parce que le bâtiment a une trentaine d'années. Donc ça, j'imagine, c'est Cactus qui le fait. Cactus a fait une partie des travaux, oui, a remis le local en état avec nous. Et nous, on avait l'aménagement pour en faire 3 restos finalement. Donc, Alors, prenons justement, partons du moment où vous venez visiter tous les deux. J'imagine c'était encore avec les meubles de la cafette, hein, les rails avec les plateaux, les trucs comme ça. Vous êtes là, vous avez déjà conscience des chiffres ou c'est juste un petit coup de cœur, tiens, let's do it? Comment ça commence? Pour dire on va le faire. On était déjà, on sortait de Covid, donc on était tout frais, hein. Donc on s'était un peu reposé. Donc non, le local, il avait la connaissance du centre, la connaissance de l'endroit, l'envie et le côté très attractif, on va dire, de refaire un projet ensemble. Il faut savoir qu'avec Stéphanie, on a fait il y a 10 ans un premier projet qui au final s'est retrouvé, après notre séparation, Grand Café Place d'Armes et Cocotte. Donc on avait déjà fait un beau projet ensemble qui nous avait fait naître deux belles enseignes. Donc c'était Red Beef qui était à la Cloche d'Or, qui a permis justement la naissance de Cocotte. Et aujourd'hui, tu as ouvert le 19e magasin récemment. Et le Grand Café sur la Place d'Armes, puisque le choix de la séparation était justement par le local de la Place d'Armes pour ne pas avoir 2 établissements en ville, et le choix de développer ce projet Cocotte. Et donc, l'idée de se retrouver tous les deux ensemble, c'était notre envie de toujours, puisque 10 ans avant, on l'avait déjà fait. Et ensuite, on a 2 caractères où il nous faut un établissement assez grand pour qu'on puisse être tous les deux dedans. donc ça tombait bien. Si on n'a pas la taille suffisante, ça peut être relativement assez explosif. On a le même amour. Parce qu'au Gang, en fait, vous partagez l'espace. Voilà. Toi, tu exploites une partie, toi, tu exploites une autre partie. Vous êtes ensemble, sous le même toit, mais chacun avec votre affaire personnelle. J'imagine qu'il y a des collaborations. Mais... On a refait comme il y a 10 ans, en corrigeant les choses qui nous avaient posé problème il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ce qui avait été le plus difficile pour nous deux, je pense, c'est qu'on a failli mettre en danger notre amitié. Puisque, comme dans toute tension dans les entreprises, on a quand même eu quelques frictions, mais qui étaient toujours pour le bien-être de l'affaire, du projet. Et en fait, on s'est toujours dit, on veut bien s'éclater, on veut bien entreprendre, mais par contre, en aucun cas se mettre en danger tous les deux. Et donc, quand on a réalisé celui-ci, l'objectif était vraiment déjà principalement de pouvoir faire un projet où on est sûr de pouvoir corriger et ne pas refaire ce qui nous avait posé problème. C'est ça, ne pas compromettre l'amitié.
Alors, après, encore une fois, visiter un truc de 2000 mètres carrés, ok, mais il faut quand même avoir des chiffres. J'imagine que Cactus, vous présentez à ce moment-là le trafic de la cafette avant qu'elle ferme. Oui, Vous saviez à peu près estimer qu'il y aurait X centaines, X milliers de personnes par jour. moi j'ai déjà créé un magasin, une enseigne ici il y a plus de 10 ans, donc je connaissais déjà le côté attractif. Steph avait aussi une enseigne aux cocottes qui avait démarré et qui était un carton plat. Donc le centre en lui-même, il est plus à refaire sur son côté rassurant niveau Trafic. trafic. Énorme Voilà. parking de tous les côtés. Et il avait tout ce qui pose problème actuellement. Il avait un gros désavantage, c'est les gens ont du mal à s'habituer en galerie marchande de sortir et d'en faire un lieu de vie. On en fait plutôt un endroit de commerce. Et nous, l'idée, Cactus cherchait un nouveau modèle. Et nous, on avait, entre guillemets, nos enseignes qui pouvaient nous permettre de créer ce modèle-là. Eux avaient l'emplacement. Le but, c'était de trouver un arrangement, je pense, ensemble pour que ça convienne à nous tous. Très bien. Donc derrière, on commence à attaquer le projet. Il y a des frais d'aménagement. On voit, c'est magnifique. On voit que ça a été investi dans les plus grands standards de qualité. Donc j'imagine que ça coûte assez cher. Il faut recruter, mais ça, vous avez des équipes respectives. J'imagine que c'est quasiment le plus facile. Il y a évidemment tout ce travail en amont. Quelle importance va avoir le banquier à ce stade-là? Est-ce qu'il vous demande des garanties très importantes ou est-ce que là, c'est vraiment le banquier qui dit « Ok, les chiffres ont l'air corrects, vous mettez un petit apport » et est-ce que le banquier en fait, joue son rôle dans ce cas-là pour soutenir le projet? C'était un projet dans lequel il nous fallait les partenaires pour avancer. Nous deux, sans l'aide des propriétaires et sans l'aval de la banque, évidemment qu'on ne faisait pas le projet. Et on a aussi bénéficié de post-Covid d'aide du ministère de l'économie. C'était les aides à la relance économique. Donc, avec ces partenaires-là, la banque, l'État et le bailleur, le risque était maîtrisé et partagé. Donc, Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, quand on regarde, il y a plusieurs chaînes au Luxembourg, on le sait, un seul propriétaire qui a plusieurs restaurants, souvent adossé à un très gros actionnaire. Je pense à Giorgetti pour un des groupes, par exemple. Vous avez la chance d'avoir des affaires qui fonctionnent très bien, donc vous êtes aussi votre propre actionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, au Luxembourg, la barrière d'entrée pour démarrer un business dans la restauration est assez haute, trop haute, ou est-ce que vous la voyez? Moi, je ne referai pas ce que j'ai fait il y a des années quand je me suis lancée à mon compte. Parce que quand vous avez juste le diplôme ou l'expérience, ça ne suffit pas pour lancer un business. Ça, c'est des home plateaux. Voilà. Ou alors un business de la taille de ceux qu'on a lancés au début, parce que vous reprenez peut-être un fonds de commerce un peu plus modeste, c'est peut-être plus accessible. Mais en tout cas, nous, on a été tout de suite assez ambitieux. On avait tout de suite des projets auxquels on tenait et qui étaient assez aboutis dans la déco, le concept. Tout de suite une équipe assez importante, donc c'était quand même des budgets. Donc moi, je me souviens avoir été frappée aux portes et demander de l'argent à prêter à des amis, à ma famille. Ça, c'était plus la banque, c'était pour le home home plateau. plateau à l'époque. Et je sais que pour les business après, je voulais absolument pas revivre ce que j'avais vécu en 2008. Maintenant, est-ce que c'est ça qui attend les nouveaux entrepreneurs je ne sais pas, je sais que dans la restauration, c'est quand même compliqué de séduire les banques et de rassurer en disant voilà, j'ai un concept viable. Ou alors malheureusement, il faut aller dans la restauration de moindre qualité, Rapide. plus fast-food ou snack ou restauration rapide que restauration plus classique ou plus haut de gamme. Donc, si c'était à refaire en 2008, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais d'abord chercher un investisseur pour soutenir tes investissements, justement? Peut-être que en 2008 et à l'âge que j'avais à l'époque, je referais la même chose, mais maintenant, à 50 ans, je pense que l'audace qu'on a à 30 ans n'est pas la même et on calcule peut-être moins le risque. En tout cas, moi, ça m'a servi de tremplin pour la suite. Mais maintenant, je suis contente d'avoir des partenaires, des banques pour poursuivre mes projets et de ne pas encore avoir dû faire rentrer des investisseurs au capital. Mais ça a aussi des difficultés. Je vous pose la question de la banque parce que c'est vrai que les temps ont vraiment changé. Aujourd'hui, en 2025, si vous avez un neveu
qui veut démarrer un restaurant, le problème, ça commence pour ouvrir le compte en banque. On ne parle même pas d'avoir un prêt ou pas un prêt. C'est juste ouvrir le compte, ça veut dire pouvoir démarrer la SARL. C'est virtuellement impossible pour quelqu'un qui démarre de rien. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez encore une fois, développé une surface financière qui vous permet certainement d'avoir des accès plus faciles, et tant mieux pour vous. Et bravo pour ce que vous avez pu construire. Après, il n'y a pas que l'argent, évidemment, pour ce type de projet. Il y a surtout l'expertise. Et là, je me tourne vers Salva. On a déjà eu plusieurs conversations sur le sujet. Prenons peut-être déjà les 3 grandes leçons. Tu as commencé en France, à Thionville, avec ton propre business. Et puis après, Mondorf. Ensuite, Thionville, pardon. Ensuite, diversification avec Swarovski, où tu es devenu un franchisé très important dans la région. Et voilà, tu as énormément, tu es un serial entrepreneur en fait, hein, tu entreprends beaucoup. Les 3 grandes leçons que tu as apprises depuis 2001. Oh, elles sont toutes différentes, on va dire. C'est ce qui était faisable en 2001 ne l'est plus maintenant. On parlait justement, quand tu parlais de prise de risque, il n'a plus le même mot maintenant. Dans le temps, quand on prenait un risque, l'entrepreneuriat avait beaucoup plus de poids et beaucoup plus de beauté. On aimait voir l'entrepreneuriat, maintenant on l'aime, mais surtout on ne veut pas le problème qui peut arriver avec. C'est ça. Donc on l'aime quand il réussit. On l'aime quand il pose pas de problème, je dirais. Quand on réussit, oui et non, mais on va dire, faut pas qu'il pose de problème, mais à tout niveau. On parle, comme je pense que ta question vraiment tourne sur les acteurs qui font la construction. Nous, on avait il y a 20 ans, j'étais un peu plus fou, où j'ai hypothéqué la maison de mes parents pour me lancer. Donc là, c'est une folie que je conseillerais plus du tout maintenant. Et d'ailleurs, je pense et j'espère que ça n'est plus autorisé, parce qu'on n'est plus du tout dans la même époque. Il y a 20 ans en arrière, lorsque tu donnais une hypothèque, on faisait en sorte de ne pas l'actionner. Aujourd'hui, je suis un peu plus frileux sur lorsqu'on donne des garanties. Parce qu'on a tendance à les utiliser beaucoup plus facilement. Parce qu'on abandonne beaucoup plus facilement. Maintenant, tu deviens en fait ta propre banque. Je considère que maintenant, non, tout est calculé. Si on a décidé, ou que ce soit une banque, que ce soit un État, que ce soit même... nous, entrepreneurs, c'est différent. Une fois qu'on s'est lancé, on s'est lancé. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus tranchant. Si on a décidé de mettre 10, on ne mettra pas 11. Mais des fois, il faut le 1 qui manque va ramener à 20. Mais il n'y a plus. Maintenant, du moins, c'est mon ressenti. Il faut vraiment être très précis. Il ne faut pas se tromper. Et si tu te trompes, tu dois en assumer les conséquences. Et dans le temps, il y avait quand même une possibilité d'explication. De nos jours, même si tu expliques, avant on t'aidait, maintenant on t'aide à te plaindre. C'est différent. Donc voilà. Pour moi, c'est ce qui a changé. Donc vraiment, je trouve que entreprendre est toujours aussi beau. Je trouve que c'est la chose, par contre, comme il y a 20 ans, on pouvait se lancer beaucoup plus facilement. Il suffisait de connaître un peu, d'avoir de la niaque, d'aller parler et reparler. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à grandir. De nos jours, maintenant, il faut parler est une chose, convaincre en est une autre, mais il faut vraiment que ça tienne sur le papier. Et ça, je trouve que, par contre, c'est le côté positif. Parce que la petite fantaisie qu'il y avait il y a 20 ans, elle n'existe plus. Donc, je trouve que c'est bien qu'on soit beaucoup plus dur pour le côté entreprendre. D'accord, donc c'est beaucoup plus rigoureux, ça c'est un peu le contexte. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à réussir dans différents secteurs? On a parlé Mondorf, Thionville, après les magasins, ensuite des grands restaurants et ensuite ce centre ici. Il y a sûrement quelques leçons que tu partages avec des jeunes qui voudraient se lancer. Ça tient à quoi? C'est le recrutement du personnel, c'est la gestion du personnel, c'est le concept? Surtout aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai fait plein d'activités. Il y en a certaines que j'ai réussi. On prend le retail, je l'ai réussi, mais dans des années où je vendais des bijoux dans des caddies. Les gens allaient faire des courses avec. Moi, je stockais les bijoux dedans parce qu'on n'avait pas le temps de les ranger tellement que les gens voulaient. On était dans la consommation. Il suffisait d'être sympa.
On avait des restaurants entre les deux. Entre midi, on allait servir dans les restaurants et à 14h, on se remettait à vendre des bijoux. On avait encore limite, peut-être encore de la viande sur les mains, quoi. Donc, mais ça, c'est plus possible. Quand j'ai vendu les magasins, c'est parce que ce qui était faisable avant ne l'est plus maintenant. Les gens ont besoin de beaucoup plus de précision, beaucoup plus de savoir-faire et sont beaucoup plus exigeants. Donc, si maintenant tu me demandes si je pourrais recommencer les magasins, c'est juste impossible. Impossible. Mais parce que le consommateur a changé. Donc, une question pour toi, Stéphanie, un peu la même, c'est-à-dire, tu as démarré Home Plateau, ce n'était pas facile, c'était en 2008, c'était une époque qui était une crise financière et on sait qu'au Luxembourg, ça compte. Tu as réussi à résoudre les problèmes du plateau, notamment quand vous avez commencé à travailler ensemble et que tu as ouvert un restaurant avec Salva. 17 ans plus tard, quelle est la leçon que tu tires et qui t'a permis de dépasser les difficultés et d'être aujourd'hui à la tête de 380 personnes? Je pense que c'est constamment se remettre en question, essayer d'analyser les crises et d'en tirer le meilleur ou toujours quelque chose de positif dans l'épreuve qu'on traverse. Je pense que le point commun avec Salva pour faire ce métier et pouvoir le faire longtemps, c'est être passionné par ce qu'on fait. On est quand même dans un métier assez contraignant au niveau des horaires. On dépend de la clientèle et de son évolution de consommation. Oui, je pense que c'est compliqué, mais en anticipant, même la crise Covid, moi j'ai trouvé du positif. Ça m'a permis de me repositionner en tant que traiteur plus qu'en tant que magasin pour le temps de midi. Donc on a été livré aux quatre coins du pays. Les restaurants étaient à l'arrêt, donc on était les seuls acteurs à pouvoir apporter un peu de bonheur aux gens à la maison. Donc, et puis on a gardé ça, on livre toujours les clients. Il y a un point qui m'a marqué parce que je vous connais un petit peu tous les deux. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait 25 ans que j'ai ma boîte. 25 ans plus tard, je déteste toujours tout ce qui est administratif. C'est sur la partie droite de mon bureau et c'est souvent très tard avec 1 ou 2 jours de retard. Je sais que toi, tu n'as aucun problème avec l'administratif. Tu as même créé une boîte sur tout ce qui est régulation alimentaire. Je sais que tu es aussi extrêmement pointu, Salva, sur tout ce qui est juridique parce que voilà, tu veux que ça soit bien fait, très carré. Est-ce que ça, ce n'est pas une clé aussi de votre succès de combiner cette partie très créative, très généreuse, tout en étant des gérants dignes d'un board d'une administration de très haut niveau? Ouais, je pense qu'il faut, on est chef d'orchestre, donc il faut qu'on ait des compétences assez larges. On n'est pas obligé d'être spécialiste en droit, en comptabilité, en droit du travail. On peut avoir les bases et il faut s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que nous pour essayer de bien faire les choses. Mais c'est vrai qu'on est des chefs d'orchestre et multicasquettes, donc on jongle entre… Quand tu le démarres de la manière qu'on l'a démarré, avec des prises de risques vraiment importantes, en fait, tu n'as pas envie de perdre ce que tu as créé. La maison des parents, Voilà. par exemple. Et automatiquement, tu apprends très vite et surtout, tu n'as pas la place à la fantaisie comme d'autres, puisque ta prise de risque, elle est trop importante. Et après, une fois que tu as passé la prise de risque, quand tu aimes ton entreprise et ce que tu en fais, tu as encore moins envie de la perdre. Est-ce que ça, finalement, ce n'est pas un peu les vertus d'une forme de précarité extrême? C'est-à-dire quand tu mets effectivement la maison de tes parents en hypothèque, tu as tout à perdre. Imaginons que ça se passe pire que ça, on ne peut pas l'imaginer dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que finalement, si on compare avec aujourd'hui, on sait que les jeunes de 25 ans, ils rêvent de trouver un investisseur qui leur donne 1 million d'euros. Ils ont tout de suite un salaire, la belle voiture. Est-ce que finalement, la précarité que vous avez connue chacun de manière très forte à vos débuts n'est pas aussi salutaire dans la manière dont vous gérez vos affaires aujourd'hui que maintenant que tout va bien? Ah oui, complètement. Mais après, ce qui se faisait il y a 20 ans se fait complètement différemment maintenant. Et autant j'avais une image assez dure de la jeunesse future où on se disait, c'était souvent de dire oui, ils n'ont pas envie, qui va continuer, qui… Et en fait, le nouveau modèle, de plus en plus, pour avoir eu quand même une année, voire 2 années compliquées, au sein justement de tout ce que j'ai pu entreprendre. Donc, j'ai quand même passé, je pense, les 2 années les plus dures de mes 20 années de carrière. Et j'en ai eu des dures. C'était à quelle période? Là, maintenant, j'en sors, mais on va dire, mais pas à cause du métier que j'aime, par rapport justement à tout mon côté entrepreneur et entrepreneurien
qui m'a fait faire pas mal de choses. J'ai pris conscience que les choses étaient en train de changer et c'est pas forcément mal. Bien sûr. On va dire, tu parlais tout à l'heure des jeunes maintenant qui cherchent des investisseurs. Dans le temps, quand tu arrivais à convaincre un partenaire financier, une banque de te suivre, elle pouvait te suivre. Maintenant, si on valide un projet, elle ne peut plus t'accompagner s'il devait y avoir un problème. Alors pourquoi ne pas le démarrer tout de suite avec des entrepreneurs entre celui, nous on vieillit, j'espère qu'on va pouvoir passer de l'autre côté où on va pouvoir lancer un autre tour. Moi, si on devait maintenant s'ennuyer et avoir la chance d'être tranquille, ça serait celle-ci d'accompagner des jeunes projets pour justement faire ce que nous on a fait à travers d'autres qui ont la fraîcheur et l'envie de travailler et la niaque de démarrer. Je ne sais pas si Steph est du même avis que moi, mais je pense que la nouvelle forme de financement, d'investissement, d'entreprendre va être la bonne dans le monde actuel tant qu'il ne change pas. Ouais, je pense qu'au-delà de l'aspect financier, vous l'avez dit, il y a quand même des choses qui ont changé positivement. Aujourd'hui, un porteur de projet qui va à la chambre de commerce, qui va à la House of Startup, il y a beaucoup d'argent disponible qui n'existait absolument pas il y a 25 ans. Et après, ce qui manque surtout, c'est le mentoring. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la nouvelle génération n'est pas du tout paresseuse. Elle a un manque de sens. Elle veut savoir pourquoi elle vient travailler le matin. Oui, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'à notre époque, on est un peu tous la même génération autour de la table. On ne se posait pas la question. Il fallait un travail, on avait cette éducation, on allait bosser, puis on se posait les questions après. Donc effectivement, sans doute, cette nouvelle génération est au moins aussi douée que la nôtre. Elle a sûrement des difficultés, par exemple, ouvrir un compte en banque et avoir des relations bancaires sans avoir des garanties, c'est devenu impossible. Mais elle a aussi des opportunités, comme tu le dis, et sans doute, il faut qu'à travers les générations, le contact reste établi. Vous pourriez vous imaginer créer un petit fonds d'investissement avec quelques amis entrepreneurs et d'accompagner comme ça la nouvelle génération à travers quelques projets? Moi, complètement, et toi aussi, je suppose. Oui, Ouais. je ne suis pas très pédagogue. J'aime bien donner la chance aux jeunes et je pense que je le fais avec tous les gens qui travaillent autour de moi. Et je suis dans l'idée aussi de transmettre. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc il faut que j'ai une réflexion différente. Toi, tu n'en as pas non plus, mais tu travailles en famille, donc on a parfois envie aussi de transmettre quelque chose. Pour moi, je ne transmettrai pas en famille, mais je pense que transmettre à des gens qui travaillent avec moi depuis un moment, donc après, il faut les accompagner aussi parce qu'on ne lâche pas les jeunes, même s'ils ont déjà 35, 40 ans, on ne les lâche pas dans le monde de l'entrepreneuriat comme ça, sans leur amener un petit coup de main. Oui, mais j'aspire aussi à un jour peut-être faire moins ou faire de plus loin et laisser faire les équipes prendre un peu leurs responsabilités aussi et regarder ça de plus loin. Je comprends tout à fait. Alors, un petit point pour conclure, on a vu qu'il y a eu des bonnes nouvelles au début de l'année avec l'ITM. Après 2 ou 3 années où on avait l'impression que c'était un peu de la folie, les amendes augmentaient en flèche. Je n'ai plus les chiffres exactement, mais je crois qu'on est passé de 4 à 15 millions d'euros d'amendes en très peu de temps. Le nombre d'inspecteurs est monté en flèche. On avait l'impression que c'était un État ultra répressif dans un milieu qui est extrêmement difficile parce que attirer du personnel et le garder dans votre profession, c'est vraiment pas une sinécure. Et on a vu qu'en début d'année, avec l'association Oreca, il y a eu un accord et finalement l'ITM est passé d'un mode répressif à un mode plus préventif. Donc ça, c'est très, très positif. Par rapport à aujourd'hui, vous avez quand même des grandes sociétés. Où est-ce qu'on en est au niveau du recrutement? Où est-ce qu'on en est au niveau des conditions? Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'ADEME pour faciliter l'embauche rapide. Vous avez un plongeur qui est malade, paf, j'appuie sur un bouton, il faudrait que je puisse en mettre un. C'est possible? C'est pas encore possible? C'est encore trop administratif? Non, je pense que ça dépend vraiment de quoi on parle. Tu parles. Prenons le cas du plongeur. Ce soir, ton plongeur est malade. Comment tu fais? Ça, le recrutement, il faut déjà le trouver. Après, je pense que l'embauche, on a quand même au pays toujours eu un peu de souplesse pour justement lui faire son entrée, lui faire sa déclaration. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez maîtrisé et simple à faire au pays. Tu parlais de l'ITM tout à l'heure, c'est de se poser la question déjà, comment d'un mode dur on a pu passer à un mode léger. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi à un moment, on a besoin d'être dur et après, pourquoi on peut redevenir totalement léger? Qu'est-ce qui a permis de le faire?
Ça a sûrement été politique. Je pense que personne ne Ouais, voyait mais que alors c'est là la l'inflation. difficulté, autant pour nous que pour les jeunes qui viennent travailler. Moi, ce que je reproche actuellement, c'est qu'on nous coupe le dialogue avec nos équipes et nos employés, puisque tout le monde veut s'insérer dedans. Que ce soit l'État, que ce soit du financier, que ce soit, quand je dis État, je m'entends bien, mais tu parlais de l'ITM. À un moment, nous, on peut avoir je pense que le contrôle a toujours existé, et si on était autonome, ça serait magnifique si tout le monde s'autogérait. Donc, on doit toujours avoir, moi, je contrôle mes équipes pour qu'on ait un travail sympa. Il est normal qu'on contrôle le travail que je fais. Entre le contrôler et à un moment, je reprends le cas, tu as cité l'ITM, je ne vois pas ce qui a pu amener à un assouplissement. C'est à un moment, on donne une directive en disant soyez plus léger. Mais alors, je comprends pas. Moi, Ça te paraît illogique, en fait. ce qui m'intéresse, c'est si je fais une bêtise, c'est qu'on me la corrige. Si je fais une très grosse bêtise, on me sanctionnera. Et donc là, qu'on donne un accompagnement plutôt qu'un bâton pour battre, il va falloir que tout le monde le fasse. Parce que, comme Stéphanie a dit, nous, on vieillit, on supporte de moins en moins. Moi, les coups de bâton, c'est pas peut-être ce qui me dérange, mais je les digère moins. Et la nouvelle génération, elle en veut pas du tout. Oui, on sait qu'il y avait. Enfin, c'est très facile hein, dans un restaurant. Il y a tellement de choses et il y a tellement d'activités. Je crois pendant l'été, tu fais quoi 800 couverts jour et toi, tu fais combien de plats? Enfin, c'est des centaines et des centaines. Donc, évidemment, si on cherche la petite bête, on la trouvera toujours. Ça, c'est pas le sujet. C'est toujours effectivement la prévention, l'accompagnement pour permettre à l'État finalement de soutenir des entrepreneurs. Et on l'oublie souvent, qui génèrent de la taxe. Et c'est la taxe qui permet en fait de financer l'État. C'est aussi bête que ça. Même les banques sont financées, qu'on le veuille ou pas, c'est par les entrepreneurs qui génèrent les taxes, qui génèrent de l'argent qu'il va falloir gérer. Donc, le mot de la fin peut-être, si vous voulez donner un encouragement aux jeunes, encore une fois, pour se lancer, que ce soit dans la restauration ou dans un autre business, donnez-leur une bonne raison de choisir l'entrepreneuriat plutôt qu'une fonction, par exemple un job dans la fonction publique. Je crois que quand on est entrepreneur, on est maître de son destin, on prend les décisions. Enfin, moi, c'est un statut d'indépendant, donc d'indépendance qui me faisait rêver. Voilà, on prend des risques, on en assume les conséquences, mais on est responsable de son destin. Donc, je trouve que c'est un état d'esprit qui est excitant. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment un challenge incroyable et que je pourrais plus être salarié dans une entreprise. C'est à la fois la liberté et le fait d'être ultra responsable. D'être indépendant dans tous les sens du terme. C'est ça. De prendre ses propres décisions. Voilà. Très bien. Et de ton côté, une raison pour motiver les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. On sait que c'est un vrai dilemme au Luxembourg. C'est tellement plus facile d'avoir un job garanti pendant 20 ans. Une raison, je saurais pas trop. La raison, je te dis, c'est vraiment l'amour de ce que tu fais. Moi, je dirais plutôt une envie et un conseil, c'est le dialogue. J'aimerais qu'on renoue, avant de continuer à vouloir entreprendre, c'est de chercher vraiment à ce qu'on se retrouve tous à nouveau, que ce soit l'acteur financier, l'acteur public, et nous, le côté entrepreneuriat, et la personne qui y travaille. On va dire, on est on est une chaîne de 4 partenaires. Et actuellement, on ne dialogue plus assez bien ensemble. Chacun dialogue chacun fonctionne de son côté et amène. Je pense que vraiment, pour moi, le conseil actuellement, ou l'envie, c'est de retrouver ce qui a toujours fait la beauté d'une entreprise. Toute entreprise est différente, tout métier est différent. On veut un peu trop globaliser. La télé, actuellement, nous aide pas trop, mais tout va trop vite d'un côté. Mais chaque métier est différent. Tout le monde a toujours plein la restauration. Et moi, cette fois-ci, c'est la première fois, on en discute. Alors, c'est pas évident, ça reste un métier dur. Mais j'ai l'impression que c'est dur partout. Dans le temps, nous, on se plaignait toujours, parce qu'on a toujours dit que le restaurateur se plaignait. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on est ceux qui se plaignent le moins. On nous a volé notre slogan. Et donc, je pense que là, actuellement, on doit vraiment d'abord tous apprendre à de nouveau communiquer et faire en sorte qu'on se retrouve sans imposer, sans en permanence ne pas tenir compte de l'avis de l'autre. De l'avis de l'autre et puis on veut globaliser, mais tous les métiers sont différents.
C'est ça. Ce que tu dis à l'échelle de l'entreprise s'applique parfaitement à l'échelle du Luxembourg. On sait que tout le monde répète en permanence les courtes V, qui sont les courts chemins du Luxembourg. Je suis là aussi depuis quelques décennies. Je les ai connus. À un moment donné, on pouvait appeler qui on voulait, quand on voulait. Aujourd'hui, c'est très, très difficile. Et c'est vrai qu'on l'a vu au mois de juin avec une manifestation contre les retraites où clairement, les chiffres sont clairs. Il faut réformer les retraites. Mais vous avez là des syndicats qui disent qu'en fait, on veut l'argent tout de suite. Tant pis si nos enfants en subiront les conséquences dans 15 ans. Donc, je pense effectivement que le dialogue, c'est la bonne solution dans les entreprises, mais aussi au niveau de l'État, parce qu'à la fin, on est tous dans le même bateau et c'est un petit bateau. Oui, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de croissance et de succès avec vos différentes adresses et notamment ici au Gang. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec Merci à plaisir. toi.